Farafina itama korone jugu kana balanga wilila. Farafina itama korone faren jugu kana balanga wilila. Antama kolonde jugu kana balanga wilila. Antama kolonde faren jugu kana balanga wilila. Farafina itama korone jugu kana balanga wilila. Farafina itama korone faren jugu kana balanga wilila. Réussir l'organisation des élections couplées de novembre prochain, c'est un défi pour le Burkina Faso. Et ce défi électoral devrait permettre d'apporter les meilleures réponses à ce que nous appelons les vrais défis de la nation. Ils sont 12 selon une étude de l'Institut Free Afrique. On les énumère pour vous dans cette émission que je conduis avec des confrères. Ousmane Paré de Radio Méga, bonsoir. Bonsoir Robin. Elie Kaboré de l'économiste du Faso, bonsoir. Bonsoir. Avec nous également Abdoul Karim Sawadogo de l'Observateur Palga, bonsoir. Bonsoir. Deux chercheurs, deux économistes de l'Institut Free Afrique, ils font partie de ceux-là qui ont dirigé cette étude. Le docteur Rassablga Seydou Ouedraogo, directeur exécutif de l'Institut Free Afrique, bonsoir. Bonsoir. Avec nous également Mahmadi Ouedraogo, chercheur, doctorant à l'université Clermont-Auvergne en France. Bonsoir. Bonsoir. Voici donc pour le panel de cette émission. Déjà, docteur, on commence avec vous pour parler des objectifs et de la méthodologie de cette étude. Merci beaucoup. On est très heureux d'accueillir des organes de presse très importants de notre pays pour parler de cette étude qui a été conduite. Nous en avons eu l'idée parce que nous sommes dans un moment important, c'est celui des élections. Nous faisons des élections qui sont singulières, parce que ces élections se tiennent à un moment où le pays est en difficulté sur sa souveraineté territoriale, à un moment où, en gros, un Burkinabé sur 20 a fui son village ou sa ville ou sa case pour des questions d'insécurité. Aussi à un moment où c'est le 60e de notre anniversaire, de notre indépendance, 60 ans d'indépendance du pays. Donc il nous a semblé que c'était une bonne chose de prendre l'opportunité de ces élections pour conduire une sorte d'étude diagnostique des défis de la nation. Et on a appelé l'étude le Burkina Faso à la croisée des chemins, les défis de la nation. Et de sorte que les résultats de cet état des lieux puissent être connus des journalistes, mais aussi directement dans le débat public, et de sorte qu'à l'occasion de la campagne électorale, on puisse avoir un recul avec les données qui sont mises en évidence dans l'étude, les analyses, pour pouvoir chacun faire son choix. En tout cas, pour faire en sorte que le débat public soit de meilleure qualité, comme c'est un grand engagement de Free Afrique depuis des années, faire en sorte que le débat public soit mieux informé, en particulier sur les questions socio-économiques. Donc on a essayé de répondre à deux questions. Quels sont les principaux défis auxquels le Burkina est confronté aujourd'hui? Et deuxièmement, que faire vis-à-vis de ces défis? Mais on a fait un choix éditorial qui est celui de laisser plus de place à la question de l'identification des défis, parce qu'il nous semble qu'en principe, ce sont les partis politiques qui doivent faire des propositions. Mais les quelques propositions que nous avançons visent à illustrer sur chacun de ces défis les possibilités d'y faire face. Donc c'est cela. Je veux aussi insister sur le fait qu'on n'a pas voulu avoir une sorte de checklist complète qui ferait finalement que tout le monde serait d'accord avec le fait que son problème est identifié là-dedans. Si on fait cela, on n'est plus dans une priorisation. De sorte que on ne s'attend pas à ce que l'opinion applaudisse pour dire tous les problèmes sont dedans. Il nous a semblé simplement qu'il y a des problèmes qui sont, des difficultés qui sont indépassables, des défis qu'il faut affronter aujourd'hui, sinon ça peut être le péril. Il y a d'autres défis qui sont aussi importants. Il y a peut-être des questions importantes qui ne sont pas dans l'étude, mais en tout état de cause, il s'agit pour nous de donner des éléments d'analyse et que l'opinion se fasse de façon mieux éclairée, de façon plus informée. De sorte que, finalement, la question des priorités les plus importantes, l'étude doit permettre de les éclairer, mais en définitive, c'est la délibération publique, politique, qui permet de dire quel est le défi numéro 1, le numéro 2, et ainsi de suite. Pour le moment, ce qu'on a souhaité faire, c'est vraiment apporter cette étude aux journalistes à l'occasion d'ateliers à des journalistes
mais aussi dans le débat public. On a fait une conférence publique en août à Bobo, du Lasso. On a fait une autre conférence à Koudougou. Et puis ce soir, on est très heureux de vous avoir pour en parler. En tout cas, l'essentiel, visiblement, est là. Et ça devrait permettre justement aux uns aux autres, aux électeurs, mais aussi aux candidats, peut-être de recadrer les choses, aux électeurs aussi de savoir qui s'approche justement des défis du pays. C'est cela l'essentiel. Alors, pour les principaux défis de la nation, commençons déjà par la question de la concurrence pour les ressources en raréfaction, la double crise environnementale et démographique. Pour vous, il y a une crise démographique au Burkina Faso, c'est bien ça? Comment définir cela, cette crise? Merci. Effectivement, un des défis importants de notre pays est qu'il est pris aujourd'hui dans l'étau de deux crises. Je rappelle que l'étude a été conduite par une équipe dont mon collègue Mamadi Ouedraogo et moi-même. Donc, on va se distribuer la parole pour cela. Sur cet étau dans lequel le pays est, entre la crise démographique et la crise environnementale, je vais en donner le premier pan et il complétera sur l'environnement. Sur la démographie, vous observerez que de 1960 à aujourd'hui, la population burkinabé, en gros, a été multipliée par 5. De 60 ans aujourd'hui. En 2050, dans 30 ans, nous serons en gros 50 millions d'habitants. Nous sommes un peu plus de 20 millions aujourd'hui. C'est un défi majeur parce que, en conséquence, vous avez une demande d'éducation, en conséquence, vous avez une demande de santé, vous avez une demande d'infrastructure, vous avez une demande qui explose dans tous les secteurs. On peut dire que la démographie est une excellente chose. Effectivement, cette démographie veut dire un marché de plus en plus large. Et pour les économies, c'est important. Un grand marché, c'est la possibilité d'avoir des économies d'échelle. Parce que pour certains voient la démographie comme un problème, ça semble choquant. Non, c'est les deux pans. Je rappelle l'expression de Kizerbo là-dessus qui me paraît être équilibrée. La démographie, l'Afrique est en sous-peuplement de façon absolue. À savoir que quand vous la regardez, nous sommes le sous-continent le moins peuplé au monde. Si vous comparez en gros le milliard d'Africains à plus du milliard d'Indiens ou à plus du milliard de Chinois, vous ramenez à des proportions, vous dites effectivement nous sommes un continent sous-peuplé parce qu'aussi on a eu des dizaines de millions de personnes qui ont été déportées du continent. De ce point de vue, on a un problème de sous-peuplement. Mais on a un surpeuplement relatif au sens où, quand vous regardez notre capacité à faire face aux besoins de la population en termes d'infrastructures, par exemple à l'université publique, si on dit qu'on est sous-peuplé et qu'on n'arrive pas à gérer les quelques dizaines de milliers d'étudiants que nous avons, on a quelques problèmes avec cela. Donc, de ce point de vue, on a effectivement un surpeuplement relatif. En définitive, ce qui compte, c'est notre capacité à investir dans cette population pour qu'elle soit une ressource humaine d'excellente qualité. De ce point de vue, si nous avons cela, nous allons être en capacité de faire en sorte que la démographie soit une chance. Mais en attendant, on a une sorte de doublement de la population chaque 25 ans. Et cela a des conséquences parce que dans le même temps, les ressources environnementales sont en raréfaction. Et je pense que mon collègue pourrait en dire davantage. Oui, sur la question environnementale, on peut documenter la crise à 3 niveaux. Le premier niveau, c'est d'abord scientifique. Les scientifiques montrent que la crise environnementale, elle est réelle. Elle va affecter les pays les plus pauvres. Donc l'Afrique serait en particulier le continent le plus affecté. Mais aussi, les scientifiques montrent que l'origine humaine, c'est-à-dire que c'est l'activité humaine qui alimente cette crise environnementale-là. Maintenant, le deuxième niveau d'analyse, c'est au niveau des faits. Au Burkina, comment est-ce qu'on le vit? Dans le court terme, on constate des événements climatiques extrêmes, on constate que l'occurrence de ces crises-là sont de plus en plus importantes en termes d'apparition de ces événements, mais aussi en termes de leur impact. À titre d'exemple, sur les 20 dernières années, on a eu une augmentation du nombre de crises, en fait, du nombre d'événements climatiques extrêmes, du nombre de catastrophes qui a affecté au moins 5 millions de personnes. Et si on rapporte ça en termes de nombre de personnes par an, ça fait en moyenne 250 000 personnes affectées. Et en termes de pertes en vie humaine, sur la même période, ça fait plus de 15 000 personnes affectées. Donc, en gros, plus de 750 personnes par an. Ça, c'est au niveau conjoncturel, c'est qu'on observe de façon factuelle.
Maintenant, ce qu'on observe sur une longue période, c'est qu'il y a une reconfiguration de la carte climatique du pays. Qu'est-ce que c'est que la carte climatique du pays? C'est que le Burkina est subdivisé en 3 zones climatiques. Vous avez la zone sahélienne et sahélienne et vous avez la zone soudanienne. Donc, là où c'est mieux arrosé et les conditions climatiques sont plus favorables à l'activité économique, notamment l'agriculture et l'élevage, vous avez un rétrécissement de cette zone-là. Et la zone haute, c'est-à-dire la zone sahélienne et la zone du milieu, là, vous avez une extension de cette zone-là. Donc, ce qui fait qu'à long terme, on ne peut pas l'observer d'une année à une autre, mais sur 100 ans, vous allez avoir une dynamique de mouvement des populations parce que les gens auront tendance à se déplacer des zones plus arides vers les zones les plus humides. Et cela a des conséquences en termes de conflits communautaires parce qu'il y a une raréfaction des ressources et donc les gens auront tendance à faire des conflits pour s'accaparer de ces ressources-là. Et il y a aussi une reconfiguration de l'activité. Là où on pouvait cultiver le coton ou le maïs il y a 100 ans, on ne peut plus le faire aujourd'hui. Donc cela peut amener quelqu'un qui cultivait le coton et qui connaît mieux cultiver le coton d'une zone et quitter, aller à une zone d'autre. Et donc ça alimente et ça complexifie quelque chose qui est difficile à gérer dans le long terme. Du coup, l'environnement devient un grand défi. Oui, justement, l'environnement devient un grand défi. Et donc au niveau de la... Ça devrait se sentir au niveau de la politique environnementale. Malheureusement, on a constaté que depuis ces 30 dernières années, il y a un affaissement de la conscience politique environnementale. Qu'est-ce que j'appelle la conscience politique environnementale? C'est que sous la Révolution, on a connu un énorme investissement dans la politique environnementale, les 3 luttes qui sont très connues, mais il y a aussi l'effet pédagogique et l'effet des symboles. On avait instauré l'idée du fait que pour un étranger qui venait s'installer au Burkina, planter un arbre serait son titre de séjour. Ça, c'est un symbole très intéressant. Et dès février 1986, Sankara avait dit à Paris qu'on devait consacrer 1% de la recherche spatiale à la lutte contre les dérèglements climatiques, ce qui était déjà très en avance par rapport à l'actualité d'aujourd'hui, mais aussi par rapport aux scientifiques, parce que la définition même du développement durable, qui curieusement se trouve dans le discours de Sankara, a été mise en place après les années 90, notamment en 95 avec le rapport Brundtland. Vous parlez justement de l'étranger, j'ai envie de dire pourquoi effectivement dans la politique environnementale on n'intègre pas effectivement le lien aussi avec l'éducation, pourquoi et on ne permet pas aussi, on ne fait pas en sorte que planter un arbre devient aussi quelque chose une matière d'évaluation par exemple pour les élèves. Tout à fait, voilà. tout à fait, exactement. Et cela a été observé pendant la Révolution parce que Sankara avait dit à la rentrée que les écoliers devaient construire des foyers améliorés pour leurs mains. Et ça, c'est un symbole fort parce que non seulement à l'école, on le met devant un défi dont il peut commencer à se dire si on nous amène à construire des foyers améliorés, c'est qu'il y a un problème qu'il faut déjà penser aux solutions. Mais aussi, il y a le fait que ces foyers améliorés construits par un enfant qui est remis à sa mère a l'obligation de l'utiliser. Et donc, ça fait un effet d'entraînement. Donc, la politique environnementale était au cœur même de la politique éducative sous la Révolution. Malheureusement, on a constaté un affaissement de cette conscience environnementale. Oui. Peut-être juste, le collègue a tout à fait raison. Cet affaissement de la conscience écologique historique est lié au fait que finalement, on ne parle aujourd'hui d'écologie que quand il y a l'argent des bailleurs de fonds, que quand l'étranger nous le demande. Pour mobiliser des ressources. Absolument. Or, il se trouve qu'effectivement, dans notre passé, la politique de Sankara a été avant-gardiste là-dessus. Et c'était une conscience très claire, pas imposée par quelqu'un là-dessus. Mais pour revenir sur le défi de la concurrence pour les ressources, vous comprenez donc que les conditions climatiques étant de plus en plus extrêmes, plus en plus difficiles, le couvert végétal étant en recul, dans le même moment que la population double en 25 ans, vous avez un conflit pour les ressources. Et ce conflit éclate à des lieux où on va le colorer sous forme de conflit ethnique, mais en réalité derrière, vous avez bien souvent des conflits pour les ressources. Si vous regardez la ville de Djibo aujourd'hui, la ville de Kaya a vu un triplement de sa population en une année.
En une année, la population a été multipliée par 3. Mais les points d'eau n'ont pas été multipliés par 3. Les écoles n'ont pas été multipliées par 3. Les dispensaires, les maternités, ainsi de suite. Donc, en conséquence, on pourrait avoir des conflits à Kaya. Et on va dire, mais les gens de Kaya ne sont pas hospitaliers, ils n'ont pas reçu bien les déplacés internes. Or, il se trouve simplement que le forage qui était là pour 300 personnes est devenu maintenant un forage pour 900 personnes et le conflit pour la ressource devient important. C'est pour ça que c'est un défi important pour nous et il faut désamorcer ce défi. Il faut faire en sorte que la pression sur les ressources soit moindre. En tout cas, que l'accès aux ressources soit géré de façon plus équitable. On parle de désamorcer, oui, Paris. L'ES a dit justement que pour ce qui concerne les propositions, notamment qui seront faites par les partis politiques, en tout cas tout ce qu'il y a comme perspective, projection, ça doit tenir compte justement de ces populations qui se multiplient et comment justement l'évaluer pour quelqu'un, par exemple un citoyen qui fait face à un discours politique. On dit par exemple à Kaya on veut construire des forages et je dois dire quoi? En tout cas, il est très intéressant que nous commencions la discussion avec ce débat, ce défi. Nous pensons que s'il y a des paramètres indispensables, ces 2 paramètres font partie de cela. Si une offre politique ne considère pas qu'en 5 ans, le nombre d'étudiants de l'université publique double, qu'en quasiment moins de 6 ans, la demande d'électricité double, vous comprenez qu'elle n'est pas en capacité d'assurer le chemin d'investissement indispensable, le niveau d'investissement requis pour y faire face. Et bien souvent, ça a été le cas. Quand vous regardez la situation de massification à l'université, dans nos hôpitaux, nos infrastructures qui sont en sous-état par rapport aux besoins, c'est bien souvent, y compris les réseaux de télécommunications, c'est parce qu'il n'y a pas eu cette vraie projection qui soit faite, ou quand elle est faite, on n'en tire pas les conséquences. Sur l'environnement, c'est la même chose. Vous ne pourrez pas continuer à parler de cohésion sociale, de parler de paix et ainsi de suite, et oublier que derrière, les régions les terres les plus humides connaissent les plus fertiles, connaissent une pression plus importante qu'il y a 20 ans, qu'il y a 40 ans. Et donc, en conséquence, toutes les offres politiques devraient tenir compte de ces 2 paramètres. Bien sûr, elles peuvent diverger dans la manière d'y répondre, mais on ne devrait pas avoir une offre politique qui ne considère pas la progression démographique, qui ne considère pas que dans notre pays, en gros, une petite moitié de la population a moins de 15 ans. Vous imaginez ce que cela veut dire? 47% de la population a moins de 15 ans. On doit avoir des conséquences immédiates pour les politiques publiques. Donc, notre objectif est d'indiquer que c'est des paramètres importants, majeurs, critiques, et qu'il faut en tenir compte. Et qu'en conséquence, dans l'évaluation d'une offre politique, si ces paramètres sont absents, eh bien, il faut en tirer les conséquences. Oui, Paris, sur la question environnante. Sur la question de la démographie, on sait que le Burkina a une très forte communauté, une diaspora qui vit principalement en Afrique de l'Ouest. Est-ce que dans vos recherches, vous avez senti que cette diaspora est prise en compte dans les questions de planification? Non, malheureusement, y compris quand on nous compare à des pays comme le Sénégal ou le Mali, qui ont une politique de diaspora plus importante, plus aiguisée que la nôtre. La diaspora, on n'y pense que très sporadiquement. Et ça pose un problème. Donc, de ce point de vue, il y a des efforts à faire. Mais je vais indiquer que cette diaspora est pour nous une chance, hein, au plan économique. Regardez, en Afrique de l'Ouest, dans l'UEMOA, ce n'est pas pour faire mon chauvin là-dessus. Hein. Il n'y a pas un pays qui nous bat en termes de transport collectif. Nous sommes très mécontents de nos compagnies comme Staff et ainsi de suite, mais ils sont leaders dans la sous-région. Vous savez pourquoi? Parce que nous avons la diaspora la plus importante dans la sous-région. Toutes ces populations burkinabées qui sont en Côte d'Ivoire depuis 70 ans, depuis 80 ans, il faut les transporter. Il fallait les transporter pour les amener, pour les ramener aux besoins. Et donc, ça a créé une économie des transports collectifs qui est très importante chez nous et où on est meilleur que les autres. De ce point de vue, cette diaspora est une grande chance. Il faut continuer d'investir en elle. Il faut continuer de faire en sorte que nous ayons une conception de notre nation qui ne s'arrête pas dans nos 274 000 km², mais qui considère que la nation burkinabé se prolonge partout où il y a une communauté diasporique burkinabé. Là, on a vraiment un travail à faire. Avoir aussi une vision pour la diaspora, c'est bien ça. Exactement. Deuxième défi, oui. Oui, pour compléter, je pense qu'il y a aussi un deuxième atout qui est l'aide publique. En fait, les transferts de fonds des migrants dépassent l'aide publique au développement. Ça aussi, c'est un élément important par rapport à la contribution de la diaspora au développement. Les transferts dépassent l'aide publique au développement. Exactement. Les transferts dépassent l'aide publique au développement. Et il se trouve que c'est des transferts qui sont généralement directement donnés aux familles, donc mieux gérés.
même si c'est à usage de consommation, c'est généralement à usage de besoins urgents et donc qui contribue à l'effort de financement de la famille. C'est très important, effectivement, que de considérer cela parce que souvent l'air public est surreprésenté dans l'espace public, mais c'est tout à fait vrai, c'est le vrai pour beaucoup d'autres pays africains. Et c'est pour ça qu'il faut regarder que les conjonctures internationales nous concernent également. Ce qui s'est passé avec la pandémie en Italie concerne la région de l'Est, votre chère région, il y a des Bissau par exemple, il y a des transferts qui vont être moindres. La crise ivoirienne qui couve actuellement, on espère qu'elle ne va pas arriver, elle va nous impacter de ce point de vue. Donc, c'est une soupape de sécurité que les économistes savent, ceux qui regardent bien savent qu'on ne peut pas colmater la misère durablement dans nos campagnes en particulier, dans nos familles les plus pauvres, en particulier celles qui ont des diasporas à l'étranger, si on ne considère pas que ce transfert est très important pour ces communautés-là. D'accord. Les défis de la nation. Deuxième défi, Ousmane Paré. Le deuxième défi, vous parlez de bombes foncières, justement. Comment est-ce que cela peut se présenter pour un pays comme le Burkina? Alors, j'ai indiqué qu'il y a une concurrence vers les ressources et la ressource sur laquelle la concurrence est la plus âpre, c'est la ressource foncière. La bombe foncière, c'est un terme qu'on a utilisé en 2015, quand j'étais rapporteur de la commission des réformes, pour indiquer que nous avons une énorme baudruche de criminalité foncière, des gens qui ont préempté des espaces administratifs, des espaces collectifs, des espaces verts, des gens qui sont allés évincer des paysans dans leurs champs pour acheter à tour de bras des dizaines d'hectares, voire des centaines dans certains cas, que nous avons une sorte de voracité de nos élites économiques qui font que finalement chacun croit au foncier, y compris quand il n'en a pas besoin, y compris même pas dans le moyen terme. Tout le monde est convaincu que quand vous avez de l'argent, il faut acheter des parcelles, il faut acheter de la terre. Et ça crée une sorte de bulle qui fait qu'il y a des situations dans lesquelles des investisseurs qui veulent investir pour faire de l'industrie ou pour faire des choses, on leur dit le prix du mètre carré autour de Ouagadougou, c'est complètement ahurissant. Mais aussi des paysans aujourd'hui, de plus en plus, qui se retrouvent sans ressources foncières pour cultiver. Et ça, c'est nouveau dans notre histoire. Vous parlez justement dans le rapport de sans terre, une nouvelle notion pour le Burkina. Absolument. C'est-à-dire que, historiquement, vous connaissez les mouvements des sans terre en Amérique latine. C'est des pays qui ont une concentration foncière extrême, qui génère des inégalités, des problèmes sociaux importants, et qui fait qu'il y en a qui ont des milliers d'hectares, et il y en a d'autres qui n'ont même pas le demi-hectare pour faire quoi que ce soit. Et le statut d'ouvrier agricole est très fragilisé là-bas et ça crée beaucoup de problèmes. Jusqu'à présent, en Afrique, nous n'avions pas vraiment de sans terre. Mais on ne peut plus le dire maintenant, en particulier dans notre pays. Donc, il y a de plus en plus de gens dans les villages, au milieu rural, qui sont évincés par cette situation qui fait qu'ils n'ont plus accès, ou en tout cas qu'ils ont un accès fragilisé à la terre. Nous avons là un ensemble d'activités criminelles qui se sont opérées. Encore une fois, ce n'est pas seulement en ville comme dans les campagnes. Et en particulier, vous avez les sociétés immobilières, comment elles ont préempté des terres, des fois en détruisant l'environnement, sans y être en capacité de rien reconstruire, y compris de donner le confort requis aux gens. C'est lié aussi au fait que dans notre pays, on n'a pas de politique de logement, on a des politiques de parcellisation. On produit des parcelles et puis chacun se débrouille pour inventer sa maison. En étant entrepreneur lui-même, moi je suis économiste, mais je dois être entrepreneur pour construire ma maison, vous êtes journaliste et ainsi de suite. Si bien que beaucoup de gens ont des parcelles, ou des gens ont des parcelles, n'ont pas de logement, mais en réalité, ce qu'ils veulent, ce sont des logements. Donc, ça crée une sorte de spéculation foncière explosive. Il y a une enquête parlementaire qui a parlé de centaines de parcelles par personne, pour certaines personnes, pendant que d'autres n'en auront jamais. De ce point de vue, si nous n'arrêtons pas cette politique, ben, ça va exploser. Vous regardez une ville comme Ouagadougou, si vous quittez l'entrée par Ouagadougou, derrière Tampuy Yagma, là, et vous arrivez jusqu'à derrière l'hôpital Blaise Compaoré, regardez ce que ça veut dire en termes d'étalement de la ville. Donc ça pose un problème d'urbanisation. Une ville qui est aussi étalée, cette galette qui est sans fin qu'est Ouagadougou, coûte extrêmement cher. Parce qu'il faut avoir l'adduction d'eau sur autant de kilomètres, il faut avoir l'éclairage public sur autant de kilomètres, pendant que si on avait une densification verticale, comme ce qui est requis pour les métropoles, on aurait la capacité d'avoir des coûts d'infrastructure qui reviennent moins chers. Donc là, on a vraiment un formidable challenge, c'est celui de savoir est-ce que nous serons en mesure de traiter cette bombe foncière.
Parce que les contentieux qu'il y a en la matière sont sans fin. Et on ne les traite pas. On continue de les produire. Si vous regardez les sociétés immobilières, des communiqués du gouvernement vous disent qu'elles sont dans l'illégalité, qu'elles n'ont pas ci, qu'elles n'ont pas ça. Mais elles continuent de prospérer. Elles continuent de brasser des centaines de millions. Et il n'y a pas une régulation saine. Et les personnes sérieuses, les entreprises sérieuses qui veulent investir dans le secteur, sont gênées par tous ces autres qui sont dans la criminalité foncière, dans la criminalité immobilière. Et donc là, il y en a un vrai défi, c'est celui de faire en sorte que l'État puisse reprendre la main, gouverner les villes, gouverner le foncier, casser là où il faut casser, c'est indispensable. Si quelqu'un a pris les quelques milliers de mètres carrés, le millier de mètres carrés dans le quartier, qui était un espace vert, pour construire sa maison dessus, il faut le déguerpir. Si vous ne le déguerpissez pas, vous ne donnez aucune leçon à celui qui est tenté de le faire. Vous pensez que justement l'expérience de la révolution peut servir encore aujourd'hui? Il faut rendre hommage aux urbanistes burkinabés. Il faut rendre hommage à des gouvernements antérieurs burkinabés, notamment les gouvernements de la révolution. Nous avons, dans le cadre de cette étude, discuté avec des urbanistes, dont un que je vais citer, Omar Ouedraogo, qui est un grand urbaniste burkinabé, qui a joué un rôle important pour créer plusieurs quartiers avec ses collègues. Mais c'est lui que nous connaissons. Il vous explique qu'à un moment donné, l'aéroport de Ouagadougou avait un énorme problème. Quand on atterrissait, on avait peur qu'il y ait une chèvre qui passe sur la piste. Parce que les gens avaient une occupation anarchique du coin. Ce qui est les 1200 logements aujourd'hui, c'est des quartiers, c'était incroyable. Eh bien, ils ont cassé. Ils ont eu beaucoup de courage. Ils ont pu le faire parce qu'on savait que ce n'était pas pour avoir des parcelles eux-mêmes. Si bien que ce métier n'a pas des parcelles là. Ils ont pu le faire parce qu'ils avaient un gouvernement qui pensait qu'il est inadmissible de laisser les gens dans les taudis. Que ce n'est pas parce que c'est spontané qu'on va le laisser faire. Et ils ont pu organiser ça aujourd'hui. On a un cadre de vie agréable. L'enjeu aujourd'hui, c'est est-ce que nous allons laisser la normalisation aujourd'hui se faire dans la chienlit de nos non-lotis et considérer que comme les gens ont déjà construit en dur, on laisse ça, on ne fait rien. Ce serait considérer que ces gens-là, ces populations des non-lotis, n'ont pas droit à un cadre de vie sain. Il y a des solutions que les urbanistes ont, qui sont en capacité de produire du logement pour la majorité, en particulier les plus pauvres, d'organiser l'accès de ce logement aux plus pauvres. C'est vers cela qu'il faut aller. Mais il faut se rendre compte d'une chose définitivement. Une ville, ça s'organise, ça se pense, ça ne s'improvise pas, ça ne se laisse pas dans l'anarchie. Sinon, vous allez avoir des femmes en couche dans des quartiers, l'ambulance ne peut pas y aller, vous allez avoir des incendies, on ne peut pas les éteindre, vous allez avoir des quartiers entiers, ça existe déjà à Ouagadougou, où il n'y a pas d'école publique. Si vous êtes à Garguin aujourd'hui, et que votre enfant a eu l'entrée en 6e, et qu'on vous affecte au lycée Zenda, il n'y a pas de lycée proche, lycée public proche. Ce sont des problématiques majeures liées au fait qu'on a laissé filer ces désordres-là. Il faut le régenter, il faut reprendre la main, penser nos villes, il faut rendre hommage à ceux qui ont pu le faire avant. Regardez la cité en 3 à Ouagadougou. Ce n'était pas comme cela avant. C'est ce que nous pensons. C'est un défi très important que celui de l'urbanisation qu'il faut repenser, qu'il faut reprendre, qu'il faut regouverner, que celui du foncier dont il faut arrêter la spéculation. Il faut arrêter de faire en sorte que finalement la première banque du pays, c'est la terre. Tout le monde achète la terre pour fructifier. Si dans un pays c'est comme cela, il n'y a pas d'incitation à faire de l'industrie ni de l'agriculture. Ça demande de l'audace, relever ce défi justement du foncier et de l'urbanisme justement au Burkina. Quand on sait aussi les connexions, les populations qui sont vues comme de l'électorat, et donc justement c'est difficile pour le politique justement d'aller vers cette façon de voir. C'est difficile, c'est pour ça qu'il faut en parler, mais gouverner est difficile. Nous on n'a pas de prétention à penser que tout ça est facile. Gouverner est une chose extrêmement difficile. C'est pour ça qu'on a peur quand les gens sont autant enthousiastes à vouloir être prétendants à gouverner. Gouverner est extrêmement difficile dans un pays dans lequel la population double en 25 ans. C'est très compliqué. Nous faisons partie des pays les plus difficiles à gouverner au monde. Nous sommes beaucoup plus difficiles à gouverner que la France, que les États-Unis, que l'Allemagne, que le Japon, parce que c'est des pays qui ont déjà des structures, qui ont hérité beaucoup d'institutions, de beaucoup d'infrastructures, de beaucoup de capacités. Nous, on doit les construire. Donc c'est extrêmement difficile. On n'est pas là pour dire que c'est facile. Mais en tout état de cause, nous avons le choix entre laisser la chienlit s'installer, être en incapacité d'avoir des villes intelligentes, d'avoir des villes secondaires qui puissent nous recevoir, d'avoir des campagnes qui aient accès à la terre pour la majorité des gens, ou d'organiser ça de façon cohérente, de façon intelligente,
comme nous l'avons fait dans le passé. Qu'ils vous souviennent que la révolution a produit des logements, que les gens ont acheté sur 25 ans, sur 30 ans. Pas des villas sur 1300 mètres carrés, non. Des villas sur 250 mètres carrés, sur 300 mètres carrés, dans lesquelles on avait 3 chambres salon, 2 chambres salon. Il y a des gens qui sont fiers aujourd'hui de les avoir. Après, ces personnes ont pu avoir un niveau de vie plus élevé, les ont améliorés. Mais c'était comme cela. Si nous avions continué cette politique du logement, pas seulement à Ouagadougou, à l'intérieur de toutes les régions, on serait dans une situation aujourd'hui où l'accès au logement serait davantage facilité. Repensez donc la politique du logement. On se dit, faut-il effectivement continuer à développer cette politique dans les grandes villes comme Ouagadougou et Bobo-Dioulasso. Comme vous l'avez dit, Ouagadougou, c'est l'une des villes les plus étendues d'Afrique. Pourquoi justement ne pas faire en sorte que les villes secondaires situées non loin de Ouagadougou puissent effectivement recevoir ces logements sociaux, cette politique gouvernementale? Le reste, c'est peut-être une question de construire des autoroutes vers Zéliaré, vers Koubri, Kambissiri, Tanguendasouri, par exemple. Tout ça est encore très proche de Ouagadougou. On peut imaginer des villes plus à l'intérieur du pays, comme Banfora, comme Toussiana, comme Djibo, malheureusement dans la situation difficile, comme Titaou, ainsi de suite. Vous avez tout à fait raison. Si nous ne donnons pas de la respiration à nos villes secondaires, nous allons étouffer à Ouagadougou. Regardez aujourd'hui, tout le monde a le sentiment que si vous voulez compter dans le pays, il faut être à Ouagadougou. Ce n'est pas indispensable. Hein. Nous tenons ça de la France avec cette centralisation autour de Paris. Vous avez un pays comme l'Allemagne dans lequel les villes intérieures, les villes secondaires sont développées. Et même en France, on n'est pas sûr que ce soit aussi chaotique que cela. En tout cas, Paris est très centralisé. La France est centralisée autour de Paris, mais les villes secondaires à l'intérieur sont développées. Les villes secondaires sont une chance pour nous. Pourquoi? Si vous êtes un fonctionnaire et que vous avez indispensablement besoin de venir vivre à Ouagadougou, vous allez faire votre carrière en tournant dans le pays, et puis vous allez acheter une parcelle à Ouagadougou, et ainsi de suite. À la retraite, vous allez vous rendre compte qu'en fait, ça coûte très cher de vivre à Ouagadougou, et qu'en termes de qualité de vie, peut-être que si vous étiez resté à Tenkodogo, vous étiez resté à Ouagadougou, chez moi, où c'est excellent, ou à Bobo, en tout cas, à l'intérieur du pays, vous allez avoir un accès à un niveau de vie meilleur. Mais pour ça, on a besoin de politique publique. On a besoin de faire en sorte que la connectivité y soit. On a besoin de faire en sorte que les hôpitaux de proximité y soient. On a besoin de faire en sorte que ce ne soit pas des déserts où pour y aller, ça devient extrêmement compliqué. C'est de cela qu'il s'agit. Faire en sorte que le développement territorial soit équilibré et que dans toutes les régions, il y ait des pôles urbains qui structurent la démographie, qui structurent l'activité économique. Parce que la réalité, justement, c'est ces sociétés immobilières qui ont pris le relais, plus de lotissement, mais on a constaté, hein, c'est un boom aussi à ce niveau. D'une dizaine en 2009, on est à quelques 200 sociétés immobilières aujourd'hui, comme on l'a dit, qui ne respectent pas les normes, qui vendent des parcelles au lieu de construire des logements. Et l'État laisse faire, c'est le plus grave. Écoutez, ces messieurs, ils vont tout continuer à faire, hein, chaque fois qu'ils vont gagner de l'argent, parce que c'est comme ça le jeu économique. Je suis dans la criminalité foncière et immobilière, personne n'est là pour m'arrêter, ça va continuer. Donc, il faut qu'on s'en prenne à notre État. Et la campagne électorale est une excellente occasion pour indiquer, pour que les candidats nous disent qu'est-ce qu'ils vont faire vis-à-vis de ces sociétés immobilières. Je rappelle une chose, nous avons dans notre pays une histoire de bâtiments et travaux publics qui est une histoire très ancienne, depuis le vieux Kanazoé, avec une nouvelle génération, ainsi de suite. Donc en fait, on a des capacités, nous avons des capacités dans notre pays. Ces capacités ne peuvent pas se déployer dans ce secteur à cause de cette chienlit. Si vous avez des gens qui violent complètement la règle, au vu et au su de tous, et que même l'autorité est capable de dire ne les écoutez pas, ils violent la règle et ne sanctionnent pas, eh bien, ces messieurs évincent les plus sérieux. Donc, il y a un travail d'organisation à produire à ce niveau. Il faut que l'État reprenne la main pour faire en sorte que ceux qui doivent faire cela soient des institutions, des entreprises sérieuses et que l'État aussi joue sa part. Si on ne le fait pas cela, chacun d'entre nous est laissé à lui-même. Vous achetez votre maison chez tel, et puis vous savez que les briques ont été mal dosées, ainsi de suite, ainsi de suite. Voilà, donc ce sont des situations très difficiles dans lesquelles, en définitive, la responsabilité de l'État est appelée. C'est de ça qu'il s'agit. D'accord. Alors, Abdou Karim Sawadogo, il y a un troisième défi, les inégalités, justement. Oui, troisième défi, et non le moindre, ce sont les inégalités. Alors, il y en a presque partout dans toutes les sphères de la société, et dans tous les domaines, mais elles sont beaucoup plus saisissantes entre les villes et les campagnes, entre les régions, entre les hommes et les femmes, entre les travailleurs, notamment entre les fonctionnaires. Alors, comment est-ce qu'il faut faire pour les amoindrir
au niveau des villes et des campagnes, de sorte à ce que le bien-être aussi soit bénéfique aussi pour la majorité. Merci, c'est un défi très important que nous avons identifié, que celui des inégalités. Bien souvent, nos pays africains ont été vus comme étant des pays dans lesquels la question de la pauvreté est la question la plus importante. Donc, on nous définit comme étant des pays pauvres. Et si bien que les politiques publiques par elles-mêmes, quand elles veulent se légitimer, elles disent « on fait cette action parce que ça va lutter contre la pauvreté ». C'est une bonne chose. Mais il faudrait, à notre avis, ériger un autre critère d'évaluation des politiques publiques, à savoir les inégalités, pour plusieurs raisons. Parce qu'elles sont très importantes, parce qu'elles nous coûtent très cher et parce qu'elles déstabilisent le pays. Les inégalités sont très importantes parce que, vous l'avez indiqué, les inégalités hommes-femmes sont importantes dans notre pays. Dans notre pays, on a encore des situations absolument atroces, qui sont ces femmes qui meurent en couche dans les hôpitaux, dans les maternités. Ça ne concerne que les femmes, parce que jusqu'à preuve du contraire, personne d'entre nous ici n'accouche. Nous avons une situation dans laquelle, aujourd'hui, la discrimination contre les femmes sur plusieurs segments de la société est très importante. Les femmes sont la moitié du pays. Si vous avez une situation dans laquelle la moitié de la population n'a pas un accès équitable à l'éducation, tout ce qu'il y a comme génie, comme potentiel dans cette moitié, vous avez décidé de ne pas l'utiliser. La bonne nouvelle, c'est qu'effectivement, au niveau de l'éducation de base, on a quasiment la parité. Ça, c'est une excellente nouvelle. Mais au secondaire, au supérieur, vous allez voir tout de suite que les classes sont largement déséquilibrées. Ça nous coûte très cher, il faut le savoir. Nous avons décidé qu'une bonne moitié de notre pays ne sera pas bien formée, ne va pas avoir tel accès, ainsi de suite, ainsi de suite. Or, il se trouve que les talents, les potentialités ont été distribuées par la nature de façon hasardeuse. Donc, il y en a aussi dans les hommes, fort heureusement, comme il y en a dans les femmes également. Donc, ça nous coûte extrêmement cher d'avoir cela. Les clivages entre ville et campagne, entre Ouagadougou et l'intérieur du pays, sont un problème majeur également. En gros, vous avez le taux de pauvreté en milieu rural est d'en gros 47%. Ça veut dire que 47% des ruraux sont pauvres. Et dans les villes, ça ne vaut pas 15%, c'est 13%. Donc vous voyez la différence. Cette différence se creuse davantage quand vous allez sur d'autres indicateurs, comme l'accès à la santé. Vous avez des gens qui doivent faire en moyenne 10 km, 15 km pour avoir un centre de santé. Et comment ils vont les faire, ces 15 km? Souvent à dos d'âne, souvent à pied, à bicyclette, ainsi de suite. Vous imaginez le transport des femmes en couche dans ces conditions, pendant que d'autres, à 1 km, en moyenne, ont un hôpital mieux équipé. Ce sont des différences territoriales très importantes en termes de distribution du bitume. Nous sommes à Ouagadougou, dans notre troisième échangeur, mais il y a des régions du Burkina Faso, il y a des villes du Burkina Faso, des villes moyennes du Burkina Faso dans lesquelles, dès la première pluie, il faut que les enseignants désertent le coin. Parce qu'ils seront enclavés pendant des mois et ne pourront plus se retirer après pour les vacances. Et il y a des régions qui sont productrices de beaucoup de céréales, de vivres, qui ne sont pas connectées au pays. Il faut qu'on se rende compte que la question des inégalités territoriales, c'est la question de la nation. Hein. Si vous ne connectez pas l'ensemble du territoire par des infrastructures de bonne qualité, vous n'êtes pas un squelette de la nation. C'est ça le squelette de la nation. Donc en surconcentrant les choses sur deux villes et en laissant l'intérieur du pays, ça nous coûte extrêmement cher. D'autant qu'on le sait aujourd'hui, quand vous regardez les indicateurs d'accès à des infrastructures de routes bitumées, par exemple, des indicateurs d'accès à la santé, vous allez voir que les deux régions épicentres du terrorisme, la région du Sahel et celle de l'Est, sont les régions dans lesquelles cet accès est la plus pénible. Nous croyons que ça crée une sorte d'écosystème favorable au terrorisme, parce que c'est des régions dans lesquelles on n'a pas vu le bitume depuis longtemps. Je ne crois pas que la première fois que Djibo a eu un bitume, il n'y a pas plus de 20 ans. Vous imaginez? Donc ça, c'est extrêmement important de considérer que ces inégalités ne tiennent pas. Mais ces inégalités à l'intérieur même de Ouagadougou existent. Hein. J'ai toujours donné l'exemple de Ouaga 2000 par rapport à Sissène qui est en face. Ouaga 2000, où nous sommes aujourd'hui, est dans une sorte de kyste de développement. On a des infrastructures, il y a de l'éclairage public dehors, il y a du bitume, vous allez circuler sur le bitume. On a même reprofilé nos bitumes récemment. Nous, ça nous plaît parce que nos bureaux y sont. Mais en réalité, ce n'est pas productif pour le pays. Par rapport aux régions où la production d'oignons, de tomates, ainsi de suite, pourris, ou de poissons pourris parce qu'il n'y a pas de route de qualité pour arriver. Mais il suffit juste d'aller quelques centaines de mètres derrière, en face, à Sissé, vous allez voir une démographie plus importante, des enfants qui grouillent là, des gens plus nombreux. Il n'y a pas de bitume, il n'y a pas d'éclairage public, il n'y a pas de caniveaux. Ça nous coûte extrêmement cher que cette mauvaise distribution
des infrastructures dans notre pays, il faut y faire face. Il faut considérer que c'est déstabilisant, ça coûte cher pour l'économie, et aussi il faut se rendre compte que nos politiques publiques même les fabriquent des fois, et c'est pour ça qu'il faut ramener les questions dans le débat électoral pour arrêter. Regardez les fêtes anniversaires pour le 11 décembre. Que se passe-t-il? Chaque fois qu'une ville là, elle produit une sorte de petit Ouagadougou en miniature. Koudougou a fait ça à l'entrée, Bobo 2010. Cité des forces vives. Les cités des forces vives, Bobo 2010 a fait ça, Koudougou a fait ça. C'est l'exemple de Ouagadougou à Dori, à Fada. Partout on a fait ça. Partout dans notre pays, ces cités, c'est du bitume, c'est des bâtiments, c'est de l'éclairage, et c'est quasiment personne. Pendant qu'à Koudougou, à l'intérieur de Koudougou, à l'intérieur de Ouagadougou, ainsi de suite, il y a des quartiers entiers qui n'ont pas de bitume, qui n'ont pas d'éclairage public, qui n'ont pas de caniveau. Ça nous coûte extrêmement cher que d'avoir cela. Donc, c'est par ces moyens aussi que les politiques publiques, au lieu de corriger les inégalités, les fabriquent. Et il faut se rendre compte d'une chose, que notre économie a connu une mutation importante avec l'émergence des mines, avec l'essor des mines. Et que ça a un effet sur les inégalités. Parce que le secteur minier va à un taux de croissance plus important que le secteur agricole, que les autres secteurs de l'économie. Et en conséquence, ce secteur a une contribution plus importante aujourd'hui aux exportations. Par exemple, c'est le premier compte d'exportation du pays de très loin. Cela veut dire que si la richesse se fabrique davantage dans ce secteur aujourd'hui, ce secteur ne concerne pas la majorité de la population, puisqu'il est maillé par l'agriculture, 80% de la population de l'agriculture, eh bien, on a une situation où la richesse se produit davantage dans un pied économique, dans un socle économique qui ne concerne pas la majorité, comme ça l'était avec la majorité qui produisait le coton. Donc, on a un glissement du modèle de croissance qui fait qu'on a une situation qui peut produire des inégalités. Il faut donc que les politiques publiques de correction soient robustes, soient ambitieuses et soient systématiques. Notre souhait est qu'à chaque fois qu'on veut mettre en place une politique publique au Burkina Faso, qu'on se pose la question de comment cette politique publique va produire une lutte contre les inégalités. À tout le monde, qu'elle n'en rajoute pas. Entre les inégalités hommes-femmes, qu'elle n'en rajoute pas dans les inégalités territoriales, qu'elle n'en rajoute pas dans les inégalités à l'intérieur de la fonction publique. Vous avez tout à fait raison. Vous avez regardé, vous voyez combien ça nous coûte les inégalités à l'intérieur de la fonction publique. Ça crée aujourd'hui des conflits importants parce que certains pensent qu'ils sont mieux lotis, et moins bien lotis que d'autres qui n'ont pas, à leur point de vue, plus de mérite. Et c'est souvent justifié. Donc ça crée une sorte de concurrence corporatiste dans notre pays. On a fait une étude en janvier 2018 là-dessus pour expliquer les grèves. Il y a une sorte de course de relais pour essayer de rattraper le niveau de vie des autres. Vous avez vu que depuis mars 2016, quand on a augmenté les conditions des magistrats, qu'on a amélioré les conditions des magistrats, eh bien, ça a alimenté une course. Et vous observerez que les grèves n'ont pas été des grèves... il n'y a pas eu beaucoup de grèves générales. C'est des grèves sectorielles. C'est précisément parce que c'était une question de rattraper les autres. Les inégalités à l'intérieur de la fonction publique sont symptomatiques des inégalités à l'intérieur du pays. Et si on ne les corrige pas, ça crée des conflits qui nous coûtent extrêmement cher. Justement, on constate que les privilégiés se plaisent dans leur position et ils pensent qu'en fait, ils s'en tirent à bon compte, mais ils ne tendent pas la main aux autres. Chacun se conforte dans sa position, mais il n'y a pas une dynamique d'ensemble pour essayer de combattre effectivement les inégalités au niveau des fonctionnaires, au niveau des travailleurs, tout en ignorant que justement, cela entraîne effectivement un sentiment de frustration, un sentiment en tout cas d'injustice et qui peut amener d'autres problèmes. Comment est-ce que vous abordez effectivement cette position des travailleurs? Chacun vit pour soi, rien pour l'autre. Non, en réalité, il faut se rendre compte que depuis 2010, on a eu des politiques qui ont commencé à faire l'inflation des statuts particuliers. Les statuts particuliers en inflation depuis 2010, avec les policiers, avec ainsi de suite, ont créé cela. Sinon, on avait une fonction publique qui était relativement tenue de ce point de vue jusqu'en 2010. Donc, ça crée cette difficulté très importante. Encore une fois, nous considérons que si on ne revient pas à quelque chose d'équitable, la concurrence va continuer. Mais je vais indiquer que sur les inégalités, ce ne sont pas les moins bien lotis, les fonctionnaires. Bien au contraire. En gros, le moins d'1% des fonctionnaires aujourd'hui à l'essentiel des ressources du pays. Plus de 53% des recettes vont au service du moins d'1% de la population, qui sont les fonctionnaires. C'est vrai qu'on le fait parce que l'administration est importante pour servir les autres. C'est tout à fait important. Moi, j'en fais partie, je suis fonctionnaire, donc c'est important. Mais il faut le rappeler. Les moins bien lotis, ce sont les ruraux. Regardez ce qui s'est passé dans notre pays les mois passés. Il s'est passé que nous avons connu plus de 300 000 élèves qui n'ont pas pu aller à l'école. Plus de 3 000 élèves et écoles fermées. Plus de 4 000 écoles fermées pendant des mois.
voire des années maintenant. Il y a eu des décisions ou pas de décisions, voilà. Ce n'est pas devenu un problème national. Et puis, la Covid arrive, on a peur, et légitimement peur, on décide de fermer toutes les écoles du pays. C'est la preuve qu'on n'a pas le même pouvoir politique si on est à l'intérieur du pays ou que si on est à Ouagadougou. Parce que ceux de l'intérieur du pays avaient une situation catastrophique en matière d'éducation. Personne n'a pris une décision de cette ampleur. Et puisque les villes étaient menacées, ce qui est logique, hein, on a arrêté, y compris pour ceux pour lesquels l'accès est extrêmement difficile. De ce point de vue, vous comprenez tout de suite où sont les priorités, où sont ceux qui ont le pouvoir. Dans notre pays, on a plus d'1 million de personnes qui ont fui leurs foyers. Ça veut dire un Burkinabé sur 20. Vous avez la ville de Kaya, Djibo, ainsi de suite. Est-ce que vous rencontrez ça dans l'espace public à Ouagadougou? Non. Pourquoi? Parce que le pouvoir politique, le pouvoir est concentré ailleurs que dans nos campagnes. Je l'ai indiqué une fois, et c'est important, dans notre pays, les campagnes élisent, les villes gouvernent. C'est un problème démocratique, parce que les villes sont minoritaires numériquement. Le défi donc est là à relever, combattre les inégalités pour assurer aussi le bien-être des majorités. Alors, Elie Kaboré, avec vous, on parle d'un autre défi, on parle d'investissement. Effectivement, l'un des défis aussi, c'est de soutenir l'investissement public. Et on se rend compte depuis pratiquement ces 5 dernières années que l'investissement public va un peu en dents de scie. Et la préoccupation ici, c'est de savoir est-ce qu'il n'y a pas un impact sur non seulement la quantité, mais aussi la qualité des infrastructures. La première chose que je voudrais rappeler, c'est qu'est-ce que c'est que l'investissement public? L'investissement public, c'est la part des dépenses consacrées à la construction d'infrastructures mobilières et immobilières. L'infrastructure mobilière, c'est les routes, les écoles et ainsi de suite, c'est qu'on voit comme infrastructure physique. Mais il y a aussi l'innovation, la recherche qui fait partie de l'investissement public. Donc la dépense publique consacrée à ces deux compartiments d'infrastructures, à ces deux types d'infrastructures-là. Maintenant, pour revenir à la question, pourquoi est-ce qu'on observe un yo-yo au niveau de l'investissement public? Parce que la variable d'ajustement au niveau des dépenses, c'est l'investissement. Quand il y a quelque chose et qu'on a besoin de faire un arbitrage sur le champ, c'est au niveau de l'investissement qu'on coupe. Donc, ça fait qu'on se retrouve toujours à faire tout et le reste, on se débrouille pour faire de l'investissement. Cela pose un problème sur, effectivement, la quantité de l'investissement, mais aussi la qualité de l'investissement, parce que c'est l'outil de planification, c'est l'outil où est-ce qu'on se projette sur 20 ans, où est-ce qu'on se projette sur 30 ans. Donc, si toutefois on est obligé de faire tout et à la fin on se colmate pour faire de ce qu'on peut au niveau de l'investissement, on va se rendre compte qu'on ne peut pas planifier un quart de route ou 10 km de route et progresser enfin. Donc, en fonction de ce qu'on a, on va décider que cette route sera bitumée ou qu'elle ne sera pas bitumée. Donc, il va sans doute dire que là où on a besoin même de routes, on peut ne pas y aller, ou même le choix même, que ce soit une route ou qu'une école, ça dépend du budget, parce qu'on n'a pas a priori décidé qu'on a tel montant et qu'on a tel projet qui nécessite tel montant et qu'on consacre tel montant de nos ressources à l'investissement et qu'il n'y a rien à faire là-dessus. C'est ça qu'il faut faire. Maintenant, comment est-ce qu'on peut éviter cela? On peut éviter cela par exemple, une idée que je prends du rapport de la Commission, c'est que la Commission des réformes et de la réconciliation nationale. Donc, l'idée, c'est qu'on peut, par exemple, mettre en place un comité d'experts qui évalue le budget, qui donne un avis public sur le budget, avant que ce budget soit débattu à l'Assemblée nationale et qu'il soit adopté. Au moins, on aura la possibilité de savoir ce qu'on a décidé d'allouer aux dépenses courantes, c'est-à-dire les salaires et ainsi de suite, et ce qu'on a décidé d'allouer à l'investissement. Et donc, ça permet d'informer les lecteurs pour qu'ils sachent que tel pourcent de l'effort fiscal du pays est alloué à l'investissement ou à la consommation. On peut comprendre que les arbitrages ont permis, en tout cas, ou bien ont conduit à
au fait que Bobo n'aura pas son échangeur sous ce PNDS. Oui. Docteur, vous aimez toujours aborder cette problématique entre ce déséquilibre en matière de dotation. On voit qu'il a abordé tantôt plus de dépenses au niveau des dépenses courantes, le fonctionnement de l'État. Il y a toujours une tendance à la hausse de ces dépenses-là, contrairement aux dépenses d'investissement. Selon vous, est-ce que cela ne cause pas un problème aussi d'inégalité comme on parlait tantôt? Bien sûr, hein, le collègue a tout à fait raison sur son développement. Je considère que l'investissement public est l'un des moyens pour réduire les inégalités. Parce qu'en gros, si vous dites aujourd'hui qu'il n'y a pas assez de bitume dans le Sahel, si vous dites aujourd'hui qu'il n'y a pas assez de députés à l'Est, on ne va pas démonter à Ouagadougou pour aller amener là-bas. Parce que même dans l'absolu, même à Ouagadougou, il n'y en a pas assez. C'est les différences qu'on regarde. Donc il faut en produire davantage. En réalité, l'investissement public, c'est la demande de tous les Burkinabés. Que veulent-ils? Ils veulent la connectivité pour les jeunes branchés de Ouagadougou et de Bobo. Ils veulent Internet moins cher, de bonne qualité, y compris nos chercheurs. Ils veulent des routes. Ils veulent des maternités. Ils veulent des routes de bonne qualité, je l'ai indiqué. Ils veulent des maternités, ils veulent des caniveaux, ils veulent de l'aménagement, ils veulent de l'éclairage public, ainsi de suite. Tout ça, ça s'appelle l'investissement public. Donc, pour cela, on a effectivement besoin, comme il a indiqué, de faire en sorte qu'une partie substantielle des ressources de l'État aille à l'investissement public. Ça n'a rien à voir avec le premier défi. Si dans votre pays, la population double en 25 ans, la chose que vous devez faire tous les jours, c'est l'investissement, y compris l'investissement public. Sinon, vous allez être en retard. Et c'est ce qui a manqué dans nos universités, ce qui a manqué dans nos centres de santé, et c'est ce qui manque dans nos routes. Donc, c'est extrêmement important de considérer qu'effectivement, l'investissement est cette variable stratégique. Mais, bien entendu, qu'il faut s'y tenir, c'est difficile. Et ce qu'on a observé, c'est qu'il y a une baisse du taux d'investissement les années récentes, liée au fait qu'il y a eu des arbitrages sous pression sociale ou sous pression de je ne sais qui, ou politicienne également, qui font qu'on n'a pas été en capacité de privilégier l'investissement public. Je vais vous donner deux illustrations. En septembre 2013, le président Compaoré, qui se prépare à faire l'agenda de l'article 37, annonce des mesures sociales. Si j'ai bonne mémoire, de 111 milliards. C'est extra-budgétaire et c'est extra-loi de finances. Ce n'est pas dans la loi de finances. Et comment il le fait? Le ministre des Finances envoie une circulaire de régulation à chacun pour dire, laissez les plans d'investissement, débrouillez-vous pour dégager ça, pour mettre les indemnités par-ci, mettre les indemnités par ça, faites ci, faites ça. Mars 2014, ça a été la même chose. Et bien, ça a été aussi des choses très courantes dans le mandat du président Kaboré. Des situations où, effectivement, on a vu des dépenses impromptues, hors cadrage budgétaire des finances publiques dans la loi des finances, sans partir à l'Assemblée nationale. Après, on allait pour régulariser d'une manière ou d'une autre. Et finalement, ce qui en pâtit, c'est la belle variable de production de la croissance. L'investissement public, c'est elle qui produit le plus de croissance économique. Et en conséquence, on la sacrifie. Donc, c'est une situation qui montre qu'on a des efforts à faire pour tenir l'investissement public. L'effort d'investissement public dans notre pays est trop faible. Il faut l'amener à un niveau 2 fois plus important si on veut être un pays émergent. Pas seulement 2 fois plus important, une fois et puis laisser passer de façon soutenue. Ça veut dire qu'il faut une certaine constance dans l'investissement public, c'est ce qu'il faut dire. Oui, il faut dire qu'il faut une constance, ça c'est un. Deuxièmement, il faut aussi discuter des choix d'investissement par rapport aux choix politiques et ainsi de suite. Parce qu'il ne s'agit pas d'attendre à l'approche des élections pour faire des routes là où il y a plus d'électorat et faire des écoles là où il y a plus d'électorat qui parfois se terminent à moindre qualité par rapport à si on avait programmé ça il y a longtemps. Donc, il faut rappeler que l'investissement public, ce n'est pas une question de combien % on a alloué, mais aussi de l'utilisation, c'est-à-dire de l'effectivité, que le montant alloué aille directement à l'infrastructure, à la réalisation de l'infrastructure publique. Parce qu'on peut utiliser ça également comme outil de recherche de rente politique ou de rente économique. On peut, par exemple, décider que l'infrastructure public ne soit pas mise là où on a besoin de ça le plus, mais là où on peut avoir de l'intérêt économique ou de l'intérêt politique. Et donc, ça fait qu'on va avoir des infrastructures qui sont dans des lieux où elles ne sont pas utilisées. Ça s'appelle dans la littérature économique des éléphants blancs, où vous avez par exemple des infrastructures gigantesques et à utilité sociale nulle et qui ont parfois commencé et qui n'est pas terminé.
Et vous avez également des infrastructures qui sont dans certains lieux et que vous ne comprenez pas pourquoi est-ce qu'on les localise là-bas. Par exemple, il y a une usine de fabrication de tomates à Zianré qui aurait pu... transformation des fruits et légumes. Voilà, et de transformation de fruits et légumes qui aurait pu être plus utile et plus productif ailleurs et ravitailler Zianré, par exemple. Aujourd'hui, on parle d'une usine de transformation de tomates vers le nord. Oui, mais normalement... C'est un projet privé, non? Privé, tout à fait. Ok. Normalement, on devait s'attendre à ce que là où il y a le plus grand barrage du pays, où il y a le plus grand, en termes de le plus de potentiel agricole, que l'usine soit implantée là-bas. On aurait réduit les coûts de transport, on aurait réduit certains coûts de transaction, notamment l'acquisition d'informations, ainsi de suite. Mais on ne l'a pas fait ainsi. On l'a fait juste parce qu'on avait besoin de mettre ça là et c'est fini. Il y a un autre élément par rapport à l'investissement public qui est que l'investissement public crée un support pour l'investissement privé. Donc, si vous avez un investissement massif au niveau du public, ça encourage les investisseurs privés aussi à y mettre leur argent. Par exemple, ce n'est pas une question théorique. Et dans la ville de Ouagadougou, là où vous avez les plus belles routes, vous avez également à côté un accompagnement de l'activité privée qui se développe et à travers ça, on a une prospérité économique qui est visible. Donc, à ce niveau, il faut dire que c'est une variable moteur de la croissance à tout point de vue, à corriger les inégalités et aussi à être la locomotive du développement. Peut-être sur l'investissement public, puisque le collègue Mamadi Ouedraoui est là, je voudrais rappeler qu'on a obtenu en 2015 une très belle chose avec le code minier, qui est que désormais 1% du chiffre d'affaires des sociétés minières va dans un fonds de développement local. Et ce fonds de développement local est dédié à l'investissement local. Et Mamadi et moi, on a contribué beaucoup à un rapport important de Free Afrique qui a éclairé l'opinion et l'Assemblée nationale sur là-dessus. Donc je voudrais rappeler cela. Et il est spécialisé sur l'économie minière, donc c'est un pas important. Et justement, si on sait bien utiliser ce fonds d'investissement minier local, on a en capacité de réduire le gap d'infrastructures que ces régions ont. Par exemple, la ville de Houndé, avec les ressources qu'elle reçoit dans les années à venir, peut bien organiser un développement ambitieux en termes d'accès à l'électricité, d'accès à l'eau potable pour l'ensemble de la commune. C'est des ressources très substantielles. Houndé a reçu plus d'1 milliard. Il va continuer à recevoir autant dans les années à venir. Donc, c'est pour indiquer que l'investissement dans notre pays, public dans notre pays, a un outil nouveau. Il faut utiliser cet outil dans le meilleur sens. Encore faut-il que la gestion et la qualité de la dépense aussi soient au rendez-vous, justement, pour contribuer justement à ce développement. Alors, 5e défi, c'est la crise du capital humain, éducation, santé, culture, sport. Ces secteurs, forcément, ont des liens. La qualité de l'éducation et l'accès universel, docteur, c'est très important. C'est un défi majeur pour le Burkina aujourd'hui. C'est un défi très important. Ce qu'on a appelé dans l'étude le défi du capital humain, de bâtir un capital humain de grande qualité. En gros, c'est le défi de faire en sorte que les hommes et les femmes soient dans un meilleur bien-être, aient des meilleures capacités de production, mais aussi de leur propre épanouissement. Qui dit cela dit leur santé, dit leur éducation, leur niveau de culture, leur activité physique, et ainsi de suite. Pour nous, c'est des choses qui sont liées. Par exemple, notre système de santé est malheureusement trop orienté vers les soins. On a le sentiment qu'au Burkina Faso, la politique de soins, c'est la politique des hôpitaux, pour faire court. Or, encore une fois, si on repart à Sankara, la politique de soins de Sankara, c'était le sport de masse aussi, qui considérait que, et tout le monde le sait aujourd'hui dans la médecine, voilà, la prévention. Nous sommes pauvres, on doit éviter d'être malades. Donc, pour cela, on a besoin de faire du sport. Quand vous regardez l'explosion des maladies cardiovasculaires, c'est lié au fait que notre mode de vie a répudié le sport. Le sport n'est plus pratiqué de façon importante dans notre pays. Et ça, c'est un problème important. Donc, il faut considérer que le ministère du sport est aussi une partie du ministère de la Santé. Quand on parle du sport, ce n'est pas seulement les étalons, comme on peut imaginer, ce n'est pas Iron Bibi. C'est tout ça, c'est génial, hein, ces pépites que nous avons dans notre secteur du sport. Mais il faut que ça nous encourage, chacun d'entre nous, la majorité d'entre nous, à faire le sport, on sera en meilleure santé. Si notre système de santé va vers la prévention, il va comprendre que le meilleur médicament contre le palu, ce n'est pas les quinines et tout ça, c'est la salubrité. Faire en sorte que nos égouts ne soient pas ouverts et qu'il y ait des flaques d'eau partout. Donc l'investissement public également à ce niveau, c'est extrêmement important.
Et sur la santé, un autre point de faiblesse de notre système de santé, c'est la question de l'investissement également. C'est-à-dire que dans notre système de santé, on a une situation où les hôpitaux enregistrent des ressources en gros pour payer les salaires. Même pas pour bien entretenir leur équipement, a fortiori acheter des bons équipements. Or, vous pouvez avoir un excellent médecin, chirurgien, ainsi de suite, qui sait faire des prouesses, qui a été formé pour cela, qui a été formé par le pays pour cela. S'il n'a pas l'équipement requis, en particulier le diagnostic, et ainsi de suite, il ne pourra pas le faire, en particulier à l'intérieur du pays. Donc, de ce point de vue, un des trous noirs de notre système de santé, c'est la faiblesse de son investissement, qui fait que, dans ce pays, pour évacuer quelques dizaines de personnes chaque année, moins de 300, on dépense plus que pour financer le plus grand hôpital du pays, l'hôpital Yalalo. C'est un problème important, c'est un problème de capital humain. Le deuxième volet du capital humain, c'est la question de l'éducation, qui a un lien évident avec la culture. On a un problème dans notre pays qui est que, d'une part en termes d'envergure, il y a trop de personnes qui sont laissées hors du système éducatif. Déjà là, au début, trop d'enfants ne vont pas à l'école. On a fait des progrès là-dessus, mais il y a encore trop d'enfants qui ne vont pas à l'école. Deuxièmement, quand ils y vont, trop en sortent. Même quand ils n'en sortent pas, ils en sortent souvent avec un deuxième problème qui est le problème de qualité de l'éducation. Ils n'en sortent pas avec beaucoup de bagages en termes de savoir et de savoir-être. Donc ça, c'est un problème important. La qualité de notre système d'éducation, de notre enseignement a baissé, on le reconnaît. Je donne toujours cet exemple qui est que mes jeunes collègues à la fac, quand ils finissent leur doctorat aujourd'hui, essaient de trouver l'instituteur des années 60 ou 80 pour relire, pour reprendre, en gros, tout le texte. Parce qu'en niveau de langue, nous sommes bien meilleurs, bien faibles aujourd'hui que les docteurs, que l'instituteur d'il y a 20 ans, 30 ans en arrière. Ça veut dire donc qu'on a reculé qu'il y a 40 ans en arrière. Ça veut dire qu'on a reculé. Mais la question de la qualité à tous les niveaux. Parce qu'aujourd'hui, quand vous regardez le niveau de langue, moi j'enseigne un master recherche, je regarde la capacité de rédaction de mes étudiants. C'est catastrophique. Donc de ce point de vue, même à l'école primaire, de ce point de vue, on a vraiment un travail à faire. On en parle, mais il faut qu'on en trouve la solution. Parce que l'éducation, pour citer mon maître Kizerbo, il dit l'éducation, c'est le logiciel de l'ordinateur central qui programme l'avenir des nations. Le logiciel de l'ordinateur central qui programme l'avenir des nations. Donc si ce logiciel est en panne ou qu'il brouille ou qu'il bug, vous comprenez que nous avons des difficultés. Vous dites un compromis. D'autant que ce logiciel est trop concentré sur les formations, lettres, et pas suffisamment sur la professionnalisation, pas suffisamment sur les formations techniques. Pendant que nous sommes dans notre pays, nous n'avons pas assez de plombiers qualifiés, pas assez de maçons qualifiés, pas assez d'ingénieurs dans nos industries, pas assez d'ingénieurs dans l'environnement, ainsi de suite. Nous produisons par tonnes, par centaines des juristes, des économistes, des historiens, des sociologues, ainsi de suite. On en a besoin. Hein? Bon, fort malheureusement, on ne peut même pas dire qu'on a assez d'économistes ou de juristes, parce qu'on produit par tonnes des gens qui ne sont pas de bonne qualité. Donc on a ce double problème de la qualité de ce que nous produisons et des spécialités que nous avons négligées, qui sont des spécialités très importantes pour nous. Donc ça fait un problème majeur. L'articulation avec la culture est évidente. Une bonne politique culturelle est une politique culturelle qui est articulée à l'école, pour nous. Regardez aujourd'hui des secteurs culturels comme le théâtre, comme les arts et lettres, comme le conte, comme la danse contemporaine. Il n'y a pas beaucoup de gens dans le pays qui sont intéressés à ces questions pour la raison simple qu'on ne les a pas initiés. Pour les initier, c'est à l'école que c'est naturel de faire. Il faut faire en sorte que l'école burkinabé soit le lieu où on réapprend le plaisir d'écouter un conte, le plaisir de lire un livre, le plaisir de voir de la danse, le plaisir de s'initier à la musique, ainsi de suite, ainsi de suite. Si on fait cela, on va avoir demain un marché des arts et spectacles qui sera très développé parce que la consommation sera là. Vous allez avoir des gens qui ont envie d'aller au théâtre parce qu'ils ont été éduqués comme tels. Vous allez avoir des gens qui vont comprendre ce que c'est qu'un tableau, et donc ils vont acheter des œuvres plastiques, d'art plastique, ainsi de suite. Nous croyons vraiment que la question du capital humain est une question fondamentale. Le général de Gaulle, dans ses mémoires sur la Haute-Volta, dit ceci. Il dit la Haute-Volta, en gros, il n'y a pas grand-chose là-bas. Il n'y a que des hommes. Il dit c'est la terre des hommes. Il le disait par boutade, mais en gros, c'était au fond en creux un hommage. Si vous n'avez que des hommes, vous avez tout finalement. Mais quel type d'hommes? Si vous avez des gens de bonne formation, de bon niveau culturel, en bonne santé, ça va vous permettre de produire la richesse, ça va vous permettre d'être en capacité de rêver, d'inventer demain. Parce que si vous regardez le nombre de jours de palu que nous perdons en moyenne par personne, vous rapportez ça aux 20 millions de Burkinabés que nous sommes, c'est immense en termes de pertes économiques. Donc si on sait organiser de sorte qu'on fasse beaucoup moins de palu,
Si on s'est organisé en sorte que le sport nous permette de faire reculer les maladies cardiovasculaires, ça va nous rapporter beaucoup d'argent, beaucoup de possibilités d'avoir un peuple en meilleure santé et d'avoir des ressources disponibles pour continuer à investir là où c'est requis. Farafina itama korone jugu kana balanga wilila. Farafina itama korone faren jugu kana balanga wilila. Anta tama kolonde jugu kana balanga wilila. Anta tama kolonde faren jugu kana balanga wilila. Farafina itama korone jugu kana balanga wilila. Farafina itama korone faren jugu kana balanga wilila.